Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Billois. Je vais vous parler du premier sujet qu'on a décidé de sélectionner dans le cadre de notre groupe de travail, 2019, l'année de tous les tromperies. Alors, les tromperies en cyber, c'est quelque chose qui nous connaît. C'est un sujet qui, depuis des années, est à l'origine de beaucoup des attaques qu'on subit. On l'a vu par exemple, le sujet du phishing. Là, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de vraiment nouveau en disant que le phishing trompe l'identité d'une marque. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le phishing, c'est toujours une des menaces majeures en 2019. On a là un chiffre, j'aurais pu en mettre plein d'autres. C'est 58% des emails qui sont du phishing aujourd'hui à l'échelle mondiale. Autre tromperie qu'on a vu se développer très rapidement et toujours fortement en 2019, c'est celle qui touche les stores et les différentes applications qu'on va retrouver avec l'apparition de fausses applications qui vraiment copient l'identité de vraies applications. Là, vous avez l'exemple avec, par exemple, Messenger de Facebook usuellement, qui là est par une autre structure qui commence aussi par un F, histoire de tromper les personnes. Ça, je dirais que vous avez l'habitude, ça fait quelques années qu'on en parle. Ce qu'on a vu en 2019, c'est que le champ de ces tromperies s'élargit, et s'élargit pour toucher des nouvelles plateformes. Et en particulier, les assistants vocaux. Les assistants vocaux, c'est la star de Noël depuis maintenant 2 ou 3 ans. Ça ne vaut plus rien, c'est donné en package quand vous achetez des choses, et il commence à y en avoir un petit peu partout dans les salons. On les branche, on les connecte, on les oublie parfois un peu, mais ils sont toujours là à nos côtés. Et on a vu, alors cette fois-ci, des chercheurs, et non pas des cybercriminels, je tiens quand même à le préciser, qui ont montré des attaques qui sont particulièrement astucieuses et trompeuses. Ces attaques, elles consistent en fait à mettre une application, tout ce qui a l'air de plus légitime, dans le store d'applications de ces enceintes connectées, et puis finalement de cacher ce que ces applications vont vraiment faire. L'exemple le plus criant qui est mis en avant ici, c'est une application d'horoscope. Voilà, le matin, vous vous levez, vous dites à quoi va ressembler ma journée, je suis vierge, merci de me le dire. L'application vous donne un horoscope, et puis l'application se met en pause. Pendant 1 minute, 2 minutes, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, plus d'interaction. Et d'un seul coup, votre haut-parleur vous dit « Ah, erreur technique, merci de bien vouloir me redicter votre password, votre mot de passe, pour pouvoir continuer à échanger avec moi. » Et là, vu que ça fait 2 minutes, vous ne faites pas attention, vous allez donner votre mot de passe ou d'autres informations confidentielles. Donc voilà un des nouveaux types de tromperies qu'on a pu voir apparaître en 2019 et qui peuvent toucher le grand public et sur lequel je pense qu'il y aura besoin de sensibiliser le grand public également. Alors les éditeurs des différentes plateformes ont réagi et bien réagi assez vite, mais ça reste quelque chose qui est quand même difficile à détecter. Alors ça, c'était l'exemple grand public, mais on le sait bien, les tromperies ne concernent pas que le grand public, et c'est un thème qui était déjà usuel dans le domaine de la guerre entre les États, finalement, de tromper, d'envoyer des fausses informations. On qualifie ça des fois parfois aussi de brouillard de guerre, et on voit bien que ça s'étend très fortement dans le cyberespace. Et je vais détailler là un cas qui nous a semblé particulièrement important, un cas dont on a eu plein d'informations complémentaires tout au long de l'année 2019. Ce cas, c'est l'attaque qui a touché les JO en Corée du Sud en 2018. Alors, les JO d'hiver, vous le savez, c'est un événement mondial majeur, 90 pays présents, 3000 athlètes. Et vous en souvenez certainement, la cérémonie d'ouverture a été touchée. Pendant que la cérémonie se déroulait, destruction d'un grand nombre de serveurs, coupure du Wi-Fi dans les différentes enceintes, le contrôle d'accès touché. D'ailleurs, vous voyez sur cette photo en arrière-plan des tribunes qui sont vides parce que les personnes ne pouvaient plus accéder au stade. Et également les fournisseurs, dont Atos ou des stations de ski, qui ont également été ciblés durant cette attaque. Donc une attaque particulièrement avancée, une attaque particulièrement destructrice, mais aussi une attaque qui était particulièrement bien camouflée. Alors justement, quand vous êtes une équipe de cybersécurité, vous venez d'être attaqué, vous commencez à gérer et à relancer les systèmes évidemment au plus vite, mais vous vous posez vite la question de qui est derrière l'attaque. Et donc pour savoir qui est derrière l'attaque, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez votre décompilateur préféré qui va vous afficher du code source, comme vous le voyez ici, en assembleur. Effectivement, ça n'est pas forcément très lisible, mais c'est par ce type de choses que finalement les équipes de cybersécurité vont essayer de comprendre comment marche le code d'attaque en profondeur. Et donc, quand vous êtes dans cette équipe-là, qu'est-ce que vous avez? Quelle est la première chose auquel vous avez accès quand vous pouvez faire l'analyse? C'est le code malveillant qui a effacé les informations sur les serveurs touchés.
Vous l'avez parce qu'il est juste à côté de vous, les machines ont été touchées. Donc vous lancez l'analyse de ce malware qui est effacé, un wiper. Et déjà vous vous dites, alors la méthodologie effacement, ce ne serait pas une méthodologie un peu à la russe, inspirée, pourquoi pas, de NotPetya. Donc vous avancez dans les analyses, et là, Cisco et Kaspersky nous disent « Ah mais non, en fait, là on est plutôt, quand on regarde les similitudes entre les codes, on est plutôt sur quelque chose qui nous viendrait de la Corée du Nord, probablement. » Vous partez là-dessus, et puis bien, vous continuez, parce qu'après, vous allez revenir le cran d'avant. Comment est-ce que les cybercriminels sont rentrés dans notre réseau? Ah ben, ils avaient volé des mots de passe. Ils avaient volé des mots de passe, ils avaient un outil de vol de mots de passe. Vous analysez, et là, qu'est-ce que vous arrivez comme conclusion? Là, c'est les équipes d'Intether qui nous le disent. Bien que finalement, les modules de vol de mot de passe, cette fois-ci, étaient plutôt probablement d'origine chinoise, avec presque 20% de similitude dans le code source, avec des groupes liés usuellement, en tout cas probablement, avec la Chine. Donc vous avancez, vous dites, oh, okay, on a déjà la Corée, on a la Russie, on a la Chine, et puis vous continuez un cran avant. Comment est-ce qu'ils sont rentrés sur les ordinateurs? Eh bien, c'était par des pièces jointes qui étaient piégées avec des macros, et donc analyse des macros, et là, analyse en profondeur, qui a demandé beaucoup de temps, et c'est les principales révélations qu'on a vues en 2019, qui finalement ont fait le lien entre cette fois-ci cette attaque, et là, plutôt des attaques qui ont visé l'Ukraine et qui nous ramenaient vers la Russie. Vous voyez la situation dans laquelle on se trouve. On a des éléments d'entrée, et puis derrière, on a un certain nombre d'éléments qui, on va dire, n'éclaircissent pas tout à fait la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comptez pas sur moi pour vous dire qui l'a fait, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est bien de vous montrer que quand on est attaqué, aujourd'hui, les attaquants ont une réelle volonté de brouiller les pistes, ont une réelle volonté, finalement, de masquer qui ils sont et quelles sont leurs volontés, et donc que ce n'est peut-être pas la clé de voûte que d'essayer d'analyser, de passer énormément de temps quand on est dans une situation de crise pour s'en remettre. Alors ça, c'est une attaque de très haut niveau, mais on a vu aussi que cette capacité à tromper, finalement, arrivait dans beaucoup d'autres cas. Par exemple, dans l'année, on a eu une mise en cause officielle par le gouvernement britannique et le gouvernement américain que des groupes russes se faisaient passer pour des Iraniens. Et pas juste une fois, parce qu'en fait, cette tromperie aurait été utilisée pour attaquer 35 organisations différentes dans 12 pays différents. Donc on a vraiment une industrialisation de la tromperie en reprenant d'un côté, évidemment, les outils d'attaque. C'est finalement assez classique de se voler les outils d'attaque entre groupes, mais aussi là même en utilisant les infrastructures d'attaque. C'est-à-dire que le serveur qui vous attaque, son adresse IP, eh bien, elle est référencée comme appartenant à un groupe d'attaquants qui n'est pas celui à l'origine. Certainement que ces infrastructures d'attaque avaient été, elles, pré-piratées et utilisées par d'autres groupes avant. Donc on voit qu'on est vraiment dans un brouillard très très fort. Et ce jeu, qui là on le voit, était plutôt un jeu d'État, on va dire, qui ont l'habitude aussi de ce genre de choses, eh bien on voit que les cybercriminels, plus classiques, les groupes peut-être avec moins de moyens, moins organisés, s'y mettent aussi. Et on a vu dans l'année une campagne de DDoS, alors qu'on qualifiera de semi-avancée. Ces opérateurs avaient un botnet en propre. Ils visaient non pas les sites vitrines, qui maintenant sont quand même très bien protégés, mais plutôt les sites en arrière-boutique, le back-end, qui sont souvent moins protégés et plus vulnérables à des attaques DDoS. Et ils demandaient une rançon finalement d'un coût assez faible, entre 2 et 3 bitcoins. Mais la particularité, c'est que pour faire payer cette rançon, eh bien, ils envoyaient un email que vous avez sur la droite. Et cet email dit en premier lieu « We are the fancy beer ». Et si vous n'y connaissez pas grand-chose en cybercriminalité, qu'est-ce que vous faites? Premier réflexe, vous cliquez sur Google et vous dites « Mais qui sont les fancy beer ?» Eh bien, ce que vous remonte Google, c'est que finalement, les fancy beer, c'est un groupe lié à la Russie, un groupe de cyberespionnage. Et donc là, d'un seul coup, vous avez très peur parce que vous dites « On est la cible de groupes très avancés russes, donc on va peut-être payer, on ne va pas prendre ça à la légère. » Alors qu'en fait, évidemment, c'est complètement faux, mais c'est assez facile de se faire avoir par ce genre de situation. Voilà. Donc, comme je disais, quand on est victime d'une cyberattaque, finalement, savoir qui est attaqué, qui a attaqué, c'est souvent la première question qu'on se pose. Nous, quand on intervient en termes de réponse à incident, souvent, les dirigeants se disent « Mais qui a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ?» Finalement, essayer de répondre à cette question, c'est un peu comme utiliser ce jeu de dés.
les attribution dice que vous pouvez trouver en vente sur Internet. Je n'ai pas d'action. Mais si on vous pose la question, vous pouvez lancer comme ça les dés. Et c'est à peu près le niveau de certitude qu'on a quand on lance les premières investigations. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est jamais vraiment le moyen le plus efficace de traiter une crise. Le moyen le plus efficace de traiter une crise, c'est de trouver comment on a été attaqué, de fermer ces barrières-là et de sécuriser le système pour pouvoir reconstruire correctement. Voilà, merci à tous pour ce moment. À tout à l'heure.